J'aurais aimé que vous lisiez un extrait du livre, en particulier La révolte des salariés, et puis ensuite également ce que dit la Pietà pour se défendre, enfin pour se justifier. Il est intelligent, mais il est cynique, évidemment. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on peut en dire de cet homme? Bon, ben c'est un homme d'abord qui est d'une énergie rare, comme souvent c'est le cas. C'est un homme qui est d'une intelligence analytique. Par exemple, il fait l'apologie des fonds de pension à son fils. Son fils était évidemment un défenseur de la retraite. Et la façon dont la Pietà fait l'apologie des fonds de pension par rapport au petit qui lui dit non mais c'est la retraite, il est tout à fait normal que les jeunes cotisent pour que les vieux aient une vieillesse honorable, etc. La Pietà dit pas du tout. Pas du tout. Le fonds de pension, c'est les gens qui, du temps de leur jeunesse, du temps de leur maturité, donnent de l'argent à un fonds de pension précisément pour ne pas prostituer leurs enfants. Vous ne pouvez pas les mettre sur le tapin pour ne pas obliger ces générations à les entretenir quand ils seront vieux. C'est ça son raisonnement. Alors comme ça, formellement, on se dit, il a raison. Mais dès qu'on raisonne anthropologiquement, on sait que c'est faux, que c'est un raisonnement biaisé. Voilà. Mais là, c'est pas un essai, hein, ce Malhussen, pardon. Je donne l'impression d'avoir écrit. Non, c'est un roman, c'est un roman. Et même un roman policier. Policier et burlesque. Alors oui, justement, chez les policiers, il y a une thèse, l'obsession de la cohérence est une source d'erreur judiciaire. Oui, bien sûr, il n'y a que les romanciers qui soient cohérents. Le réel ne l'est pas. On essaie de trouver une cohérence. Oui, l'instruction judiciaire, le réel, c'est Lacan donnait cette définition du réel, il disait le réel c'est ce qui cloche. Et le réel cloche. Et votre réel, le mien, notre réel à tous, cloche. Si nous tombons sous les feux d'une instruction judiciaire, que va faire l'instruction judiciaire? L'instruction judiciaire va faire en sorte que ça ne cloche plus, va prêter une cohérence. Des mobiles, réalisation de ces mobiles, à des fins très précises, et elle va être relayée par l'expert psychiatrique, qui va dire ça ne m'étonne pas du tout, Pénac, maniaco-dépressif, ont été ce jour-là dans une phase, etc. Et tout ça va devenir cohérent. Et cette énergie de l'instruction judiciaire, cette obsession de l'instruction judiciaire de créer de la cohérence, fabrique de parfaites erreurs judiciaires. Parce que, et même, quand de temps en temps ça cloche, on force un peu. On se rend pas compte. Un exemple que nous avons tous vécu, tragique, absolument tragique, c'est l'affaire d'Outreau. Si vous vous souvenez de cette affaire, une douzaine de personnes étaient convaincues de pédophilie pour s'être toutes rendues chez un couple pas fréquentable qui prostituait ses enfants, etc. Or, le jour où j'ai vu ça pour la première fois à la télé, on était avec ma femme et on a fait la réflexion, mais attends, il y a un boulanger, un huissier, un curé, une assistante sociale, tous venaient voir ces gens pour une raison professionnelle particulière. Quelle chance y avait-il pour que 12 personnes venant voir, se rendant dans un endroit précis pour des raisons professionnelles particulières et justifiées, quelle chance y avait-il pour qu'elles soient toutes pédophiles? Statistiquement, aucune. Absolument aucune. Néanmoins, le juge, cohérent, a foutu tout ce monde-là en tôle, jusqu'à évidemment prouver l'innocence. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette affaire d'Outreau, pardon, ce qu'il y a d'intéressant du point de vue de la cohérence dans cette affaire d'Outreau, c'est qu'un jeune garçon qui s'y trouvait impliqué, je ne sais même pas s'il savait écrire, c'était un jeune garçon très simple, comme ça, a compris le système. Il a compris le système, et il s'est dit, il ne s'est pas dit explicitement, mais il l'a fait, et ça a marché. Il est allé dans la cohérence plus loin que l'instruction. Il a dit, ah mais oui, mais c'est vrai,
C'est vrai, j'ai profité de ces 2 petits-enfants, mais vous savez, en Belgique, j'ai assassiné une petite fille, et en Hollande, et il a commencé à raconter des conneries, mais qui étaient dans le droit fil de la cohérence tissée par l'instruction. Ce qui fait que l'appareil judiciaire a été obligé d'envoyer de la police pour vérifier. On dit, mais oui, mais où as-tu mis les cadavres? Ben là, derrière cette maison. Et on cassait tout. On dit, mais il y avait évidemment, il avait tout inventé. Pour aller plus loin que cet absurde jeu de la cohérence, ça a été... on n'en a pas beaucoup parlé après, mais c'est une espèce de coup de génie d'un gosse inculte qui comprend, il a l'intuition du système. Il sait qu'il y a une erreur, et très bien, ben, moi aussi je vais être cohérent. Parce qu'après tout, si j'ai abusé de ces 2 enfants-là, pourquoi pas d'autres? Et il s'est mis à avouer des tas de choses, des crimes abominables. C'était très très intelligent. Alors là, en fait... Et très courageux. Très courageux. Et là, il se passe que ces 2 mondes dont on vient de parler, le monde de l'écriture, la famille Malocène même, et cet enlèvement de la Pietà, tout cela se rejoint. Ça, c'est très fort. Ah, ça, c'est le principe. C'est ça, la cohérence. Ben oui. C'est là qu'intervient le romancier, qui est, alors lui, un menteur total, un fabricant. Le romancier fabrique une cohérence qui ne tient pas à l'analyse, mais qui tient à l'imagination. Et le lecteur, qui est surpris, parce qu'il ne s'attend pas, évidemment, à la conclusion, se dit, ah, je me suis fait avoir. Et le lecteur est content de s'être fait avoir. Ce qui est exaspérant, quand on est dans une fiction, quand on est face à une fiction, que ce soit un film ou un roman, c'est de prévoir. Là, c'est quand nous regardons, ça nous arrive de temps en temps de regarder les films en famille, et alors c'est rigolo d'annoncer ce qui va se passer. La séquence, si alors on joue des trucs, on joue vraiment comme à la roulette. Je te parie que là, elle va, le frère qu'on croyait mort, dans 5 minutes, il sera là. Tandis que là, on va pas raconter la fin. Non. D'autant que la fin, en fait, c'est le tome 1. Donc il y aura un tome 2. Et on ne va pas raconter quels sont ceux qui sont à l'origine de cet enlèvement. Mais moi, j'aimerais quand même bien qu'on lise ce manifeste, parce que c'est court. Si vous voulez. Allez. Vous voulez Oui, tout à fait. Le manifeste. Oui, les gens qui ont enlevé Georges Lapietà, donc ce ministre ont publié un manifeste. Ils enlèvent l'industriel, enfin l'homme d'affaires, et ils publient un manifeste que voici. Et la juge d'instruction trouve un matin sur ce manifeste. Attendu que le préambule à la Constitution de 1946 garantit à tous des moyens convenables d'existence, attendu que cette résolution demeure en toutes lettres dans l'actuelle Constitution, attendu qu'elle a néanmoins été abandonnée par nos gouvernements successifs, de droite comme de gauche, pendant ces 3 dernières décennies, attendu que cet abandon a pour cause l'allégeance de la force publique à la minorité des plus riches, attendu que durant ces 30 dernières années, les avoirs de la dite minorité ont enflé à proportion de l'accroissement vertigineux du seuil de pauvreté, attendu que conséquemment nos gouvernements mènent une guerre ouverte aux pauvres, qualifiés d'assistés, plutôt qu'à la pauvreté, qualifiée de conjoncturelle, attendu que le bénévolat prend partout le relais des missions de protection constitutionnellement dévolues à l'État, attendu que, de ce fait, à l'universelle notion de solidarité, s'est substituée la très chrétienne, donc subjective, donc individuelle, donc aléatoire notion de charité, nous, par ces motifs, nous, magistrats bénévoles, constitués en tribunal provisoire, avons procédé à l'arrestation du dénommé Georges Lapietà, prédateur notoire des catégories les plus démunies. Et nous, magistrats bénévoles, constitués en tribunal provisoire,
informons que ledit La Pietà ne sera remis en liberté que contre versement d'une rançon de 22 807 204 €, somme correspondant au parachute doré touché par ledit La Pietà pour la mise à pied des 8302 salariés du groupe Lava. Cette rançon sera remise à monsieur l'abbé Courson de Loire, autrement dénommé l'abbé, lequel abbé en disposera au profit des orphelins, ateliers, centres d'accueil, dispensaires, entrepôts, restaurants et autres œuvres ou associations actuellement sous sa responsabilité. La rançon lui sera remise publiquement et en main propre par messieurs Paul Ménestrier, Valentin Ritzmann, André Versel et William G. Gonzalez, tous 4 administrateurs du groupe Lava. La cérémonie se déroulera sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dimanche prochain, à la sortie de la première messe. Nous, magistrats bénévoles, constitués en tribunal provisoire, condamnons en outre l'actuel gouvernement, réputé socialiste, à supporter seul le ridicule du premier enlèvement caritatif de l'histoire de notre justice. Charité que nous déclarons conchier d'une même et forte voix en mémoire de la solidarité assassinée et du droit anéanti.